Chapitre 57 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 57. Un moyen de tragédie classique. Après un moment de silence employé par Milady à observer le jeune homme qui l'écoutait, elle continua son récit. Il y avait près de 3 jours que je n'avais ni bu ni mangé. Je souffrais des tortures atroces. Parfois, il me passait comme des nuages qui me serraient le front, qui me voilaient les yeux. C'était le délire. Le soir vint, j'étais si faible qu'à chaque instant je m'évanouissais, et à chaque fois que je m'évanouissais, je remerciais Dieu, car je croyais que j'allais mourir. Au milieu de l'un de ces évanouissements, j'entendis la porte s'ouvrir. La terreur me rappela à moi. Mon persécuteur entra, suivi d'un homme masqué. Il était masqué lui-même, mais je reconnus son pas. Je reconnus cet air imposant que l'enfer a donné à sa personne pour le malheur de l'humanité. Eh bien, me dit-il, êtes-vous décidé à me faire le serment que je vous ai demandé? Vous l'avez dit, les puritains n'ont qu'une parole. La mienne, vous l'avez entendue, c'est de vous poursuivre sur la terre au tribunal des hommes, dans le ciel au tribunal de Dieu. Ainsi, vous persistez? Je le jure devant ce Dieu qui m'entend, je prendrai le monde entier à témoin de votre crime, et cela jusqu'à ce que j'aie trouvé un vengeur. Vous êtes une prostituée, dit-il d'une voix tonnante, et vous subirez le supplice des prostituées. Flétrie aux yeux du monde que vous invoquerez, tâchez de prouver à ce monde que vous n'êtes ni coupable ni folle. Puis, s'adressant à l'homme qui l'accompagnait, bourreau, dit-il, fais ton devoir. Oh, son nom s'écria Felton, son nom, dites-le-moi. Alors, malgré mes cris, malgré ma résistance, car je commençais à comprendre qu'il s'agissait pour moi de quelque chose de pire que la mort, le bourreau me saisit, me renversa sur le parquet, me meurtrit de ses étreintes, et suffoqué par les sanglots, presque sans connaissance, invoquant Dieu, qui ne m'écoutait pas, je poussai tout à coup un effroyable cri de douleur et de honte. Un fer brûlant, un fer rouge, le fer du bourreau, s'était imprimé sur mon épaule. Felton poussa un rugissement. Tenez, dit Milady, en se levant alors avec une majesté de reine. Tenez, Felton, voyez comment on a inventé un nouveau martyre pour la jeune fille pure et cependant victime de la brutalité d'un scélérat. Apprenez à connaître le cœur des hommes, et désormais, faites-vous moins facilement l'instrument de leurs injustes vengeances. Milady, d'un geste rapide, ouvrit sa robe, déchira la batiste qui couvrait son sein, et rouge d'une feinte colère et d'une honte jouée, montra au jeune homme l'empreinte ineffaçable qui déshonorait cette épaule si belle. Mais, s'écria Felton, c'est une fleur de lys que je vois là. Et voilà justement où est l'infamie, répondit Milady. La flétrissure d'Angleterre. Il fallait prouver quel tribunal me l'avait imposée, et j'aurais fait un appel public à tous les tribunaux du royaume. Mais la flétrissure de France, oh, par elle, j'étais bien réellement flétrie. C'en était trop pour Felton. Pâle, immobile, écrasé par cette révélation effroyable, ébloui par la beauté surhumaine de cette femme qui se dévoilait à lui avec une impudeur qu'il trouva sublime, il finit par tomber à genoux devant elle, comme faisaient les premiers chrétiens devant ces pures et saintes martyres que la persécution des empereurs livrait dans le cirque à la sanguinaire lubricité des populaces. La flétrissure disparut, la beauté seule resta. Pardon, pardon, s'écria Felton. Oh, pardon. Milady lut dans ses yeux amour, amour.
Pardon de quoi? Demanda-t-elle. Pardon de m'être joint à vos persécuteurs. Milady lui tendit la main. Si belle, si jeune, s'écria Felton, en couvrant cette main de baisers. Milady laissa tomber sur lui un de ces regards qui d'un esclave font un roi. Felton était puritain. Il quitta la main de cette femme pour baiser ses pieds. Il ne l'aimait déjà plus, il l'adorait. Quand cette crise fut passée, quand Milady parut avoir recouvré son sang-froid qu'elle n'avait jamais perdu, lorsque Felton eut vu se refermer sous le voile de la chasteté ces trésors d'amour qu'on ne lui cachait si bien que pour les lui faire désirer plus ardemment. Ah, maintenant, dit-il, je n'ai plus qu'une chose à vous demander, c'est le nom de votre véritable bourreau, car pour moi il n'y en a qu'un, l'autre était l'instrument, voilà tout. Et quoi, frère? S'écria Milady. Il faut encore que je te le nomme, et tu ne l'as pas deviné? Quoi? Reprit Felton. Lui, encore lui, toujours lui. Quoi, le vrai coupable? Le vrai coupable, dit Milady, c'est le ravageur de l'Angleterre, c'est le persécuteur des vrais croyants, le lâche ravisseur de l'honneur de tant de femmes, celui qui, pour un caprice de son cœur corrompu, va faire verser tant de sang à 2 royaumes, qui protège les protestants aujourd'hui et qui les trahira demain. Buckingham, c'est donc Buckingham, s'écria Felton exaspéré. Milady cacha son visage dans ses mains, comme si elle n'eût pu supporter la honte que lui rappelait ce nom. Buckingham, le bourreau de cette angélique créature, s'écria Felton. Et tu ne l'as pas foudroyé, mon Dieu, et tu l'as laissé noble, honoré, puissant pour notre perte à tous. Dieu abandonne qui s'abandonne lui-même, dit Milady. Mais il veut donc attirer sur sa tête le châtiment réservé aux maudits, continua Felton avec une exaltation croissante. Il veut donc que la vengeance humaine prévienne la justice céleste. Les hommes le craignent et l'épargnent. Oh, moi, dit Felton, je ne le crains pas, et je ne l'épargnerai pas. Milady sentit son âme baignée d'une joie infernale. Mais comment lord de Winter, mon protecteur, mon père, demanda Felton, se trouve-t-il mêlé à tout cela? Écoutez, Felton, reprit Milady, car à côté des hommes lâches et méprisables, il est encore des natures grandes et généreuses. J'avais un fiancé, un homme que j'aimais et qui m'aimait, un cœur comme le vôtre, Felton, un homme comme vous. Je vins à lui et je lui racontai tout. Il me connaissait, celui-là, et ne me douta point un instant. C'était un grand seigneur. C'était un homme en tout point l'égal de Buckingham. Il ne dit rien. Il ceignit seulement son épée, s'enveloppa de son manteau et se rendit à Buckingham Palace. Oui, oui, dit Felton, je comprends. Quoique, avec de pareils hommes, ce ne soit pas l'épée qu'il faille employer, mais le poignard. Buckingham était parti depuis la veille, envoyé comme ambassadeur en Espagne, où il allait demander la main de l'infante pour le roi Charles Ier, qui n'était alors que prince de Galles. Mon fiancé revint. Écoutez, me dit-il, cet homme est parti, et pour le moment, par conséquent, il échappe à ma vengeance. Mais en attendant, soyons unis comme nous devions l'être, puis rapportez-vous-en à lord de Winter pour soutenir son honneur et celui de sa femme. Lord de Winter, s'écria Felton. Oui, dit Milady, lord de Winter. Et maintenant, vous devez tout comprendre, n'est-ce pas? Buckingham resta plus d'1 an absent. 8 jours avant son arrivée, lord de Winter mourut subitement, me laissant sa seule héritière. D'où venait le coup? Dieu qui sait tout, le sait sans doute. Moi, je n'accuse personne. Oh, quel abîme! Quel abîme! S'écria Felton. Lord de Winter était mort sans rien dire à son frère. Le secret terrible devait être caché à tous, jusqu'à ce qu'il éclatât comme la foudre sur la tête du coupable.
Votre protecteur avait vu avec peine ce mariage de son frère aîné avec une jeune fille sans fortune. Je sentis que je ne pouvais attendre d'un homme trompé dans ses espérances d'héritage aucun appui. Je passai en France, résolu à y demeurer pendant tout le reste de ma vie. Mais toute ma fortune est en Angleterre. Les communications fermées par la guerre, tout me manqua. Force fut alors d'y revenir. Il y a 6 jours, j'abordais à Portsmouth. Eh bien, dit Felton. Eh bien, Buckingham apprit sans doute mon retour. Il en parla à lord de Winter, déjà prévenu contre moi, et lui dit que sa belle-sœur était une prostituée, une femme flétrie. La voix pure et noble de mon mari n'était plus là pour me défendre. Lord de Winter crut tout ce qu'on lui dit, avec d'autant plus de facilité qu'il avait intérêt à le croire. Il me fit arrêter, me conduisit ici, me remit sous votre garde. Vous savez le reste. Après-demain, il me bannit, il me déporte. Après-demain, il me relègue parmi les infâmes. Oh, la trame est bien ourdie, allez. Le complot est habile, et mon honneur n'y survivra pas. Vous voyez bien qu'il faut que je meure, Felton. Felton, donnez-moi ce couteau. Et à ces mots, comme si toutes ses forces étaient épuisées, milady se laissa aller débile et languissante entre les bras du jeune officier qui, ivre d'amour, de colère et de volupté inconnue, la reçut avec transport, la serra contre son cœur, tout frissonnant à l'haleine de cette bouche si belle, tout éperdu au contact de ce sein si palpitant. Non, non, dit-il, non, tu vivras honoré et pur, tu vivras pour triompher de tes ennemis. Milady le repoussa lentement de la main en l'attirant du regard, mais Felton à son tour s'empara d'elle, l'implorant comme une divinité. Oh, la mort, dit-elle, en voilant sa voix et ses paupières. Oh, la mort plutôt que la honte. Felton, mon frère, mon ami, je t'en conjure. Non, s'écria Felton, non, tu vivras, et tu seras vengé. Felton, je porte malheur à tout ce qui m'entoure. Felton, abandonne-moi. Felton, laisse-moi mourir. Eh bien, nous mourrons donc ensemble, s'écria-t-il, en appuyant ses lèvres sur celles de la prisonnière. Plusieurs coups retentirent à la porte. Cette fois, Milady le repoussa réellement. Écoutez, dit-elle, on nous a entendus, on vient. C'en est fait, nous sommes perdus. Non, dit Felton, c'est la sentinelle qui me prévient seulement qu'une ronde arrive. Alors courez à la porte et ouvrez vous-même. Felton obéit. Cette femme était déjà toute sa pensée, toute son âme. Il se trouva en face d'un sergent commandant une patrouille de surveillance. Eh bien, qu'a-t-il demanda le jeune lieutenant. Vous m'aviez dit d'ouvrir la porte si j'entendais crier au secours, dit le soldat, mais vous aviez oublié de me laisser la clef. Je vous ai entendu crier sans comprendre ce que vous disiez. J'ai voulu ouvrir la porte, elle était fermée en dedans, alors j'ai appelé le sergent. Et me voilà, dit le sergent. Felton, égaré, presque fou, demeurait sans voix. Milady comprit que c'était à elle de s'emparer de la situation. Elle courut à la table et prit le couteau qu'y avait déposé Felton. « Et de quel droit voulez-vous m'empêcher de mourir » dit-elle. « Grand Dieu » s'écria Felton, en voyant le couteau luire à sa main. En ce moment, un éclat de rire ironique retentit dans le corridor. Le baron, attiré par le bruit, en robe de chambre, son épée sous le bras, se tenait debout sur le seuil de la porte. « Ah, ah, dit-il, nous voici au dernier acte de la tragédie. Vous le voyez, Felton, le drame a suivi toutes les phases que j'avais indiquées. Mais soyez tranquille, le sang ne coulera pas. » Milady comprit qu'elle était perdue si elle ne donnait pas à Felton une preuve immédiate et terrible de son courage. « Vous vous trompez, milord, le sang coulera, et puisse ce sang retomber sur ceux qui le font couler. » Felton jeta un cri et se précipita vers elle. Il était trop tard. Milady s'était frappée. Mais le couteau avait rencontré,
heureusement, nous devrions dire adroitement, le busc de fer qui, à cette époque, défendait comme une cuirasse la poitrine des femmes. Il avait glissé en déchirant la robe, et avait pénétré le biais entre la chair et les côtes. La robe de milady n'en fut pas moins tachée de sang en une seconde. Milady était tombée à la renverse et semblait évanouie. Felton arracha le couteau. Voyez, milord, dit-il d'un air sombre, voici une femme qui était sous ma garde et qui s'est tuée. Soyez tranquille, Felton, dit lord de Winter. Elle n'est pas morte. Les démons ne meurent pas si facilement, soyez tranquille, et allez m'attendre chez moi. Mais, milord, allez, je vous l'ordonne. À cette injonction de son supérieur, Felton obéit. Mais en sortant, il mit le couteau dans sa poitrine. Quant à lord de Winter, il se contenta d'appeler la femme qui servait milady, et lorsqu'elle fut venue, lui recommandant la prisonnière toujours évanouie, il la laissa seule avec elle. Cependant, comme à tout prendre, malgré ses soupçons, la blessure pouvait être grave. Il envoya à l'instant même un homme à cheval chercher un médecin. Fin du chapitre 57. Chapitre 58 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 58. Évasion. Comme l'avait pensé lord de Winter, la blessure de milady n'était pas dangereuse. Aussi, dès qu'elle se trouva seule, avec la femme que le baron avait fait appeler et qui se hâtait de la déshabiller, rouvrit-elle les yeux. Cependant, il fallait jouer la faiblesse et la douleur. Ce n'était pas chose difficile pour une comédienne comme milady. Aussi, la pauvre femme fut-elle si complètement dupe de sa prisonnière que, malgré ses instances, elle s'obstina à la veiller toute la nuit. Mais la présence de cette femme n'empêchait pas milady de songer. Il n'y avait plus de doute. Felton était convaincu. Felton était à elle. Un ange apparût-il au jeune homme pour accuser milady, il le prendrait certainement, dans la disposition d'esprit où il se trouvait, pour un envoyé du démon. Milady souriait à cette pensée, car Felton, c'était désormais sa seule espérance, son seul moyen de salut. Mais lord de Winter pouvait l'avoir soupçonné, mais Felton maintenant pouvait être surveillé lui-même. Vers les 4 heures du matin, le médecin arriva. Mais depuis le temps où milady s'était frappée, la blessure s'était déjà refermée. Le médecin ne put donc en mesurer ni la direction ni la profondeur. Il reconnut seulement au pouls de la malade que le cas n'était point grave. Le matin, milady, sous prétexte qu'elle n'avait pas dormi de la nuit et qu'elle avait besoin de repos, renvoya la femme qui veillait près d'elle. Elle avait une espérance, c'est que Felton arriverait à l'heure du déjeuner. Mais Felton ne vint pas. Ses craintes s'étaient-elles réalisées? Felton, soupçonné par le baron, allait-il lui manquer au moment décisif? Elle n'avait plus qu'un jour. Lord de Winter lui avait annoncé son embarquement pour le 23, et l'on était arrivé au matin du 22. Néanmoins, elle attendit encore assez patiemment jusqu'à l'heure du dîner. Quoiqu'elle n'eût pas mangé le matin, le dîner fut apporté à l'heure habituelle. Milady s'aperçut alors avec effroi que l'uniforme des soldats qui la gardaient était changé. Alors elle se hasarda à demander ce qu'était devenu Felton. On lui répondit que Felton était monté à cheval il y avait 1 heure et était parti. Elle s'informa si le baron était toujours au château. Le soldat répondit que oui, et qu'il avait ordre de le prévenir si la prisonnière désirait lui parler. Milady répondit qu'elle était trop faible pour le moment, et que son seul désir était de demeurer seule.
le soldat sortit, laissant le dîner servi. Felton était écarté, les soldats de marine étaient changés. On se défiait donc de Felton. C'était le dernier coup porté à la prisonnière. Restée seule, elle se leva. Ce lit où elle se tenait par prudence et pour qu'on la crût gravement blessée, la brûlait comme un brasier ardent. Elle jeta un coup d'œil sur la porte. Le baron avait fait clouer une planche sur le guichet, craignant sans doute que, par cette ouverture, elle ne parvint encore, par quelque moyen diabolique, à séduire les gardes. Milady sourit de joie. Elle pouvait donc se livrer à ces transports sans être observée. Elle parcourait la chambre avec l'exaltation d'une folle furieuse ou d'une tigresse enfermée dans une cage de fer. Certes, si le couteau lui fit rester, elle eût songé non pas à se tuer elle-même, mais cette fois à tuer le baron. À 6 heures, lord de Winter entra. Il était armé jusqu'aux dents. Cet homme, dans lequel jusque-là Milady n'avait vu qu'un gentleman assez niais, était devenu un admirable geôlier. Il semblait tout prévoir, tout deviner, tout prévenir. Un seul regard jeté sur Milady lui apprit ce qui se passait dans son âme. Soit, dit-il, mais vous ne me tuerez point encore aujourd'hui. Vous n'avez plus d'armes, et d'ailleurs je suis sur mes gardes. Vous aviez commencé à pervertir mon pauvre Felton. Il subissait déjà votre infernale influence, mais je veux le sauver. Il ne vous verra plus, tout est fini. Rassemblez vos hardes, demain vous partirez. J'avais fixé l'embarquement au 24, mais j'ai pensé que plus la chose serait rapprochée, plus elle était sûre. Demain midi, j'aurai l'ordre de votre exil, signé Buckingham. Si vous dites un seul mot à qui que ce soit avant d'être sur le navire, mon sergent vous fera sauter la cervelle, et il en a l'ordre. Si sur le navire, vous dites un mot à qui que ce soit avant que le capitaine vous le permette, le capitaine vous fait jeter à la mer, c'est convenu. Au revoir. Voilà ce que pour aujourd'hui j'avais à vous dire. Demain, je vous reverrai pour vous faire mes adieux. Et sur ces paroles, le baron sortit. Milady avait écouté toute cette menaçante tirade, le sourire du dédain sur les lèvres, mais la rage dans le cœur. On servit le souper. Milady sentit qu'elle avait besoin de force. Elle ne savait pas ce qui pouvait se passer pendant cette nuit qui s'approchait menaçante, car de gros nuages roulaient au ciel et des éclairs lointains annonçaient un orage. L'orage éclata vers les 10 heures du soir. Milady sentait une consolation à voir la nature partager le désordre de son cœur. La foudre grondait dans l'air comme la colère dans sa pensée. Il lui semblait que la rafale, en passant, échevelait son front comme les arbres dont elle courbait les branches et enlevait les feuilles. Elle hurlait comme l'ouragan, et sa voix se perdait dans la grande voix de la nature, qui, elle aussi, semblait gémir et se désespérer. Tout à coup, elle entendit frapper à une vitre, et à la lueur d'un éclair, elle vit le visage d'un homme apparaître derrière les barreaux. Elle courut à la fenêtre et l'ouvrit. « Felton !» s'écria-t-elle. « Je suis sauvée. »« Oui, dit Felton, mais silence, silence. Il me faut le temps de scier vos barreaux. Prenez garde seulement qu'il ne vous voie par le guichet. »« Oh, c'est une preuve que le Seigneur est pour nous, Felton, » reprit Milady. « Ils ont fermé le guichet avec une planche. »« C'est bien. Dieu les a rendus insensés, dit Felton. »« Mais que faut-il que je fasse » demanda Milady. « Rien, rien. Refermez la fenêtre seulement. Couchez-vous, ou du moins, mettez-vous dans votre lit tout habillé. Quand j'aurai fini, je frapperai au carreau. Mais pourrez-vous me suivre? Oh oui. Votre blessure me fait souffrir, mais ne m'empêche pas de marcher. Tenez-vous donc prête au premier signal. Milady referma la fenêtre, éteignit la lampe et alla, comme le lui avait recommandé Felton, se blottir dans son lit. Au milieu des plaintes de l'orage, elle entendait le grincement de la lime contre les barreaux.
et à la lueur de chaque éclair elle apercevait l'ombre de Felton derrière les vitres. Elle passa 1 heure sans respirer, haletante, la sueur sur le front et le cœur serré par une épouvantable angoisse à chaque mouvement qu'elle entendait dans le corridor. Il y a des heures qui durent une année. Au bout d'1 heure, Felton frappa de nouveau. Milady bondit hors de son lit et alla ouvrir. 2 barreaux de moins formaient une ouverture à passer un homme. Êtes-vous prête demanda Felton. Oui. Faut-il que j'emporte quelque chose? De l'or, si vous en avez. Oui. Heureusement, on m'a laissé ce que j'en avais. Tant mieux, car j'ai usé tout le mien pour fréter une barque. Prenez, dit Milady, en mettant aux mains de Felton un sac plein d'or. Felton prit le sac et le jeta au pied du mur. Maintenant, dit-il, voulez-vous venir? Me voici. Milady monta sur un fauteuil et passa tout le haut de son corps par la fenêtre. Elle vit le jeune officier suspendu au-dessus de l'abîme par une échelle de corde. Pour la première fois, un mouvement de terreur lui rappela qu'elle était femme. Le vide l'épouvantait. Je m'en étais douté, dit Felton. Ce n'est rien, dit Milady. Je descendrai les yeux fermés. Avez-vous confiance en moi? Dit Felton. Vous le demandez? Rapprochez vos 2 mains, croisez-les, c'est bien. Felton lui lia les 2 poignets avec son mouchoir, puis par-dessus le mouchoir avec une corde. Que faites-vous? demanda Milady avec surprise. Passez vos bras autour de mon cou et ne craignez rien. Mais je vous ferai perdre l'équilibre et nous nous briserons tous les 2. Soyez tranquille, je suis marin. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Milady passa ses 2 bras autour du cou de Felton et se laissa glisser hors de la fenêtre. Felton se mit à descendre les échelons lentement et un à un. Malgré la pesanteur des 2 corps, le souffle de l'ouragan les balançait dans l'air. Tout à coup, Felton s'arrêta. Qu'y a-t-il? demanda Milady. Silence, dit Felton. J'entends des pas. Nous sommes découverts. Il se fit un silence de quelques instants. Non, dit Felton, ce n'est rien. Mais enfin, quel est ce bruit? Celui de la patrouille qui va passer sur le chemin de ronde. Où est le chemin de ronde? Juste au-dessous de nous. Elle va nous découvrir? Non, s'il ne fait pas d'éclair. Elle heurtera le bas de l'échelle. Heureusement, elle est trop courte de 6 pieds. Les voilà. Mon Dieu. Silence. Tous 2 restèrent suspendus, immobiles et sans souffle, à 20 pieds du sol. Pendant ce temps, les soldats passaient au-dessous, riant et causant. Il y eut pour les fugitifs un moment terrible. La patrouille passa. On entendit le bruit des pas qui s'éloignaient et le murmure des voix qui allaient, s'affaiblissant. Maintenant, dit Felton, nous sommes sauvés. Milady poussa un soupir et s'évanouit. Felton continua de descendre. Parvenu au bas de l'échelle, et lorsqu'il ne sentit plus d'appui pour ses pieds, il se cramponna avec ses mains. Enfin, arrivé au dernier échelon, il se laissa pendre à la force des poignets et toucha la terre. Il se baissa, ramassa le sac d'or et le prit entre ses dents. Puis il souleva Milady dans ses bras et s'éloigna vivement du côté opposé à celui qu'avait pris la patrouille. Bientôt, il quitta le chemin de ronde, descendit à travers les rochers, et arrivé au bord de la mer, fit entendre un coup de sifflet. Un signal pareil lui répondit, et 5 minutes après, il vit apparaître une barque montée par 4 hommes. La barque s'approcha aussi près qu'elle put du rivage, mais il n'y avait pas assez de fond pour qu'elle pût toucher le bord. Felton se mit à l'eau jusqu'à la ceinture, ne voulant confier à personne son précieux fardeau. Heureusement, la tempête commençait à se calmer, et cependant la mer était encore violente.
La petite barque bondissait sur les vagues comme une coquille de noix. Au sloop, dit Felton, et nagez vivement. Les 4 hommes se mirent à la rame, mais la mer était trop grosse pour que les avirons eussent grande prise dessous. Toutefois, on s'éloignait du château, c'était le principal. La nuit était profondément ténébreuse, et il était déjà presque impossible de distinguer le rivage de la barque. À plus forte raison, n'eût-on pas pu distinguer la barque du rivage. Un point noir se balançait sur la mer. C'était le sloop. Pendant que la barque s'avançait de son côté de toute la force de ses 4 rameurs, Felton déliait la corde, puis le mouchoir qui liait les mains de Milady. Puis, lorsque ses mains furent déliées, il prit de l'eau de la mer et la lui jeta au visage. Milady poussa un soupir et ouvrit les yeux. « Où suis-je » dit-elle. « Sauvée » répondit le jeune officier. « Oh, sauvée, sauvée » s'écria-t-elle. « Oui, voici le ciel, voici la mer. Cet air que je respire, c'est celui de la liberté. Ah, merci, Felton, merci. » Le jeune homme la pressa contre son cœur. « Mais qu'ai-je donc aux mains » demanda Milady. « Il me semble qu'on m'a brisé les poignets dans un étau. » En effet, Milady souleva ses bras. Elle avait les poignets meurtris. « Hélas !» dit Felton, en regardant ses belles mains et en secouant doucement la tête. « Oh, ce n'est rien, s'écria Milady. « Maintenant je me rappelle. » Milady chercha des yeux autour d'elle. « Il est là » dit Felton en poussant du pied le sac d'or. On s'approchait du sloop. Le marin de quart héla la barque. La barque répondit. « Quel est ce bâtiment » demanda Milady. « Celui que j'ai frété pour vous. »« Où va-t-il me conduire ?»« Où vous voudrez, pourvu que moi, vous me jetiez à Portsmouth. »« Qu'allez-vous faire à Portsmouth » demanda Milady. « Accomplir les ordres de lord de Winter, » dit Felton, avec un sombre sourire. « Quels ordres » demanda Milady. « Vous ne comprenez donc pas » dit Felton. « Non. Expliquez-vous, je vous en prie. » Comme il se défiait de moi, il a voulu vous garder lui-même, et m'a envoyé à sa place faire signer à Buckingham l'ordre de votre déportation. Mais s'il se défiait de vous, comment vous a-t-il confié cet ordre? Étais-je censé savoir ce que je portais? C'est juste. Et vous allez à Portsmouth? Je n'ai pas de temps à perdre. C'est demain le 23, et Buckingham part demain avec la flotte. Il part demain? Pour où part-il? Pour La Rochelle. Il ne faut pas qu'il parte, s'écria Milady, oubliant sa présence d'esprit accoutumée. Soyez tranquille, répondit Felton. Il ne partira pas. Milady tressaillit de joie. Elle venait de lire au plus profond du cœur du jeune homme. La mort de Buckingham y était écrite en toutes lettres. Felton, dit-elle, vous êtes grand comme Judas Maccabée. Si vous mourez, je meurs avec vous. Voilà tout ce que je puis vous dire. Silence, dit Felton. Nous sommes arrivés. En effet, on touchait au sloop. Felton monta le premier à l'échelle et donna la main à Milady, tandis que les matelots la soutenaient, car la mer était encore fort agitée. Un instant après, ils étaient sur le pont. Capitaine, dit Felton, voici la personne dont je vous ai parlé, et qu'il faut conduire saine et sauve en France. Moyennant 1000 pistoles, dit le capitaine. Je vous en ai donné 500. C'est juste, dit le capitaine. Et voilà les 500 autres, reprit Milady, en portant la main au sac d'or. Non, dit le capitaine, je n'ai qu'une parole, et je l'ai donnée à ce jeune homme. Les 500 autres pistoles ne me sont dues qu'en arrivant à Boulogne. Et nous y arriverons? Sain et sauf, dit le capitaine, aussi vrai que je m'appelle Jack Butler. Eh bien, dit Milady, si vous tenez votre parole, ce n'est pas 500, mais 1000 pistoles que je vous donnerai. Hurrah pour vous alors, ma belle dame,
cria le capitaine. Et puisse Dieu m'envoyer souvent des pratiques comme votre seigneurie. En attendant, dit Felton, conduisez-nous dans la petite baie de Chichester, en avant de Portsmouth. Vous savez qu'il est convenu que vous nous conduirez là. Le capitaine répondit en commandant la manœuvre nécessaire, et vers les 7 heures du matin, le petit bâtiment jetait l'ancre dans la baie désignée. Pendant cette traversée, Felton avait tout raconté à Milady. Comment, au lieu d'aller à Londres, il avait frété le petit bâtiment, comment il était revenu, comment il avait escaladé la muraille en plaçant dans les interstices des pierres, à mesure qu'il montait, des crampons pour assurer ses pieds, et comment enfin, arrivé au barreau, il avait attaché l'échelle. Milady savait le reste. De son côté, Milady essaya d'encourager Felton dans son projet. Mais aux premiers mots qui sortirent de sa bouche, elle vit bien que le jeune fanatique avait plutôt besoin d'être modéré que d'être affermi. Il fut convenu que Milady attendrait Felton jusqu'à 10 heures. Si à 10 heures il n'était pas de retour, elle partirait. Alors, en supposant qu'il fût libre, il la rejoindrait en France, au couvent des Carmélites de Béthune. Fin du chapitre 58. Chapitre 59 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 59. Ce qui se passait à Portsmouth le 23 août 1628. Felton prit congé de Milady, comme un frère qui va faire une simple promenade prend congé de sa sœur en lui baisant la main. Toute sa personne paraissait dans son état de calme ordinaire. Seulement, une lueur inaccoutumée brillait dans ses yeux, pareille à un reflet de fièvre. Son front était plus pâle encore que de coutume, ses dents étaient serrées, et sa parole avait un accent bref et saccadé qui indiquait que quelque chose de sombre s'agitait en lui. Tant qu'il resta sur la barque qui le conduisait à terre, il demeura le visage tourné du côté de Milady, qui, debout sur le pont, le suivait des yeux. Tous deux étaient assez rassurés sur la crainte d'être poursuivis. On n'entrait jamais dans la chambre de Milady avant 9 heures, et il fallait 3 heures pour venir du château à Londres. Felton mit pied à terre, gravit la petite crête qui conduisait au haut de la falaise, salua Milady une dernière fois, et prit sa course vers la ville. Au bout de 100 pas, comme le terrain allait en descendant, il ne pouvait plus voir que le mât du sloop. Il courut aussitôt dans la direction de Portsmouth, dont il voyait en face de lui, à un demi-mille à peu près, se dessiner dans la brume du matin les tours et les maisons. Au-delà de Portsmouth, la mer était couverte de vaisseaux dont on voyait les mâts, pareils à une forêt de peupliers dépouillés par l'hiver, se balancer sous le souffle du vent. Felton, dans sa marche rapide, repassait ce que 10 années de méditation ascétique et un long séjour au milieu des puritains lui avaient fourni d'accusations vraies ou fausses contre le favori de Jacques VI et de Charles Ier. Lorsqu'il comparait les crimes publics de ce ministre, crimes éclatants, crimes européens, si l'on pouvait le dire, avec les crimes privés et inconnus dont l'avait chargé Milady, Felton trouvait que le plus coupable des deux hommes que renfermait Buckingham était celui dont le public ne connaissait pas la vie. C'est que son amour si étrange, si nouveau, si ardent, lui faisait voir les accusations infâmes et imaginaires de Lady de Winter, comme on voit au travers d'un verre grossissant, à l'état des monstres effroyables, les atomes imperceptibles en réalité auprès d'une fourmi. La rapidité de sa course
allumait encore son sang. L'idée qu'il le laissait derrière lui, exposé à une vengeance effroyable, la femme qu'il aimait, ou plutôt qu'il adorait comme une sainte, l'émotion passée, sa fatigue présente, tout exaltait encore son âme au-dessus des sentiments humains. Il entra à Portsmouth vers les 8 heures du matin. Toute la population était sur pied. Le tambour battait dans les rues et sur le port. Les troupes d'embarquement descendaient vers la mer. Felton arriva au palais de l'amirauté, couvert de poussière et ruisselant de sueur. Son visage, ordinairement si pâle, était pourpre de chaleur et de colère. La sentinelle voulut le repousser, mais Felton appela le chef du poste, et tirant de sa poche la lettre dont il était porteur, message pressé de la part de lord de Winter, dit-il. Au nom de lord de Winter, qu'on savait l'un des plus intimes de sa grâce, le chef de poste donna l'ordre de laisser passer Felton, qui, du reste, portait lui-même l'uniforme d'officier de marine. Felton s'élança dans le palais. Au moment où il entrait dans le vestibule, un homme entrait aussi, poudreux, hors d'haleine, laissant à la porte un cheval de poste qui, en arrivant, tomba sur les 2 genoux. Felton et lui s'adressèrent en même temps à Patrick, le valet de chambre de confiance du duc. Felton nomma le baron de Winter. L'inconnu ne voulut nommer personne, et prétendit que c'était au duc seul qu'il pouvait se faire connaître. Tous deux insistaient pour passer l'un devant l'autre. Patrick, qui savait que lord de Winter était en affaires de service et en relations d'amitié avec le duc, donna la préférence à celui qui venait en son nom. L'autre fut forcé d'attendre, et il fut facile de voir combien il maudissait ce retard. Le valet de chambre fit traverser à Felton une grande salle dans laquelle attendaient les députés de La Rochelle, conduits par le prince de Soubise, et l'introduisit dans un cabinet où Buckingham, sortant du bain, achevait sa toilette, à laquelle, cette fois comme toujours, il accordait une attention extraordinaire. Le lieutenant Felton, dit Patrick, de la part de lord de Winter. De la part de lord de Winter, répéta Buckingham. Faites entrer. Felton entra. En ce moment, Buckingham jetait sur un canapé une riche robe de chambre brochée d'or, pour endosser un pourpoint de velours bleu tout brodé de perles. Pourquoi le baron n'est-il pas venu lui-même demanda Buckingham. Je l'attendais ce matin. Il m'a chargé de dire à votre grâce, répondit Felton, qu'il regrettait fort de ne pas avoir cet honneur, mais qu'il en était empêché par la garde qu'il est obligé de faire au château. Oui, oui, dit Buckingham, je sais cela, il a une prisonnière. C'est justement de cette prisonnière que je voulais parler à votre grâce, reprit Felton. Eh bien, parlez. Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de vous, milord. Laissez-nous, Patrick, dit Buckingham. Mais tenez-vous à portée de la sonnette. Je vous appellerai tout à l'heure. Patrick sortit. Nous sommes seuls, monsieur, dit Buckingham. Parlez. Milord, dit Felton, le baron de Winter vous a écrit l'autre jour pour vous prier de signer un ordre d'embarquement relatif à une jeune femme nommée Charlotte Backson. Oui, monsieur, et je lui ai répondu de m'apporter ou de m'envoyer cet ordre et que je le signerais. Le voici, milord. Donnez, dit le duc. Et le prenant des mains de Felton, il jeta sur le papier un coup d'œil rapide. Alors, s'apercevant que c'était bien celui qui lui était annoncé, il le posa sur la table, prit une plume et s'apprêta à signer. Pardon, milord, dit Felton, arrêtant le duc. Mais votre grâce sait-elle que le nom de Charlotte Backson n'est pas le véritable nom de cette jeune femme? Oui, monsieur, je le sais, répondit le duc en trempant la plume dans l'encrier. Alors votre grâce connaît son véritable nom? Demanda Felton d'une voix brève. Je le connais. Le duc approcha la plume du papier.
Et connaissant ce véritable nom, reprit Felton, monseigneur signera tout de même? Sans doute, dit Buckingham, et plutôt deux fois qu'une. Je ne puis le croire, continua Felton, d'une voix qui devenait de plus en plus brève et saccadée, que sa grâce sache qu'il s'agit de Lady de Winter. Je le sais parfaitement, quoique je sois étonné que vous le sachiez, vous. Et votre grâce signera cet ordre sans remords? Buckingham regarda le jeune homme avec hauteur. Ah çà, monsieur, savez-vous bien, lui dit-il, que vous me faites là d'étranges questions, et que je suis bien simple d'y répondre? Répondez-y, monseigneur, dit Felton. La situation est plus grave que vous ne le croyez peut-être. Buckingham pensa que le jeune homme, venant de la part de lord de Winter, parlait sans doute en son nom et se radoucit. Sans remords aucun, dit-il, et le baron sait comme moi que milady de Winter est une grande coupable, et que c'est presque lui faire grâce que de borner sa peine à l'extradition. Le duc posa sa plume sur le papier. Vous ne signerez pas cet ordre, milord, dit Felton en faisant un pas vers le duc. Je ne signerai pas cet ordre, dit Buckingham. Et pourquoi? Parce que vous descendrez en vous-même et que vous rendrez justice à milady. On lui rendra justice en l'envoyant à Tyburn, dit Buckingham. Milady est une infâme. Monseigneur, milady est un ange, vous le savez bien, et je vous demande sa liberté. Ah çà, dit Buckingham, êtes-vous fou de me parler ainsi? Milord, excusez-moi, je parle comme je puis, je me contiens. Cependant, milord, songez à ce que vous allez faire, et craignez d'outrepasser la mesure. Plaît-il? Dieu me pardonne, s'écria Buckingham, mais je crois qu'il me menace. Non, milord, je prie encore, et je vous dis, une goutte d'eau suffit pour faire déborder le vase plein. Une faute légère peut attirer le châtiment sur la tête épargnée malgré tant de crimes. Monsieur Felton, dit Buckingham, vous allez sortir d'ici et vous rendre aux arrêts sur-le-champ. Vous allez m'écouter jusqu'au bout, milord. Vous avez séduit cette jeune fille, vous l'avez outragée, souillée. Réparez vos crimes envers elle, laissez-la partir librement, et je n'exigerai pas autre chose de vous. Vous n'exigerez pas, dit Buckingham, regardant Felton avec étonnement et appuyant sur chacune des syllabes des trois mots qu'il venait de prononcer. Milord, continua Felton en s'exaltant à mesure qu'il parlait, milord, prenez garde. Toute l'Angleterre est lasse de vos iniquités. Milord, vous avez abusé de la puissance royale que vous avez presque usurpée. Milord, vous êtes en horreur aux hommes et à Dieu. Dieu vous punira plus tard, mais moi, je vous punirai aujourd'hui. Ah, ceci est trop fort, cria Buckingham en faisant un pas vers la porte. Felton lui barra le passage. Je vous le demande humblement, dit-il. Signez l'ordre de mise en liberté de Lady de Winter. Songez que c'est la femme que vous avez déshonorée. Retirez-vous, monsieur, dit Buckingham, ou j'appelle et vous fais mettre au fer. Vous n'appellerez pas, dit Felton, en se jetant entre le duc et la sonnette placée sur un guéridon incrusté d'argent. Prenez garde, milord, vous voilà entre les mains de Dieu. Entre les mains du diable, vous voulez dire, s'écria Buckingham en élevant la voix pour attirer du monde, sans cependant appeler directement. Signez, milord, signez la liberté de Lady de Winter, dit Felton en poussant un papier vers le duc. De force! Vous moquez-vous? Oh là, Patrick! Signez, milord. Jamais! Jamais! À moi! S'écria le duc, et en même temps, il sauta sur son épée. Mais Felton ne lui donna pas le temps de la tirer. Il tenait tout ouvert et caché dans son pourpoint le couteau dont s'était frappé milady, et d'un bond il fut sur le duc. En ce moment, Patrick entrait dans la salle en criant « Milord, une lettre de France !»« De France !» s'écria Buckingham, oubliant tout en pensant de qui lui venait cette lettre. Felton profita du moment et lui enfonça dans le flanc le couteau jusqu'au manche. « Ah, traître !» cria Buckingham. «
Tu m'as tué. Au meurtre! Hurla Patrick. Felton jeta les yeux autour de lui pour fuir, et voyant la porte libre, s'élança dans la chambre voisine, qui était celle où attendaient, comme nous l'avons dit, les députés de La Rochelle, la traversa tout en courant, et se précipita vers l'escalier. Mais sur la première marche, il rencontra lord de Winter, qui, le voyant pâle, égaré, livide, taché de sang à la main et à la figure, lui sauta au cou en s'écriant: Je le savais, je l'avais deviné, et j'arrive trop tard d'une minute. Oh, malheureux que je suis! Felton ne fit aucune résistance. Lord de Winter le remit aux mains des gardes, qui le conduisirent, en attendant de nouveaux ordres, sur une petite terrasse dominant la mer, et il s'élança dans le cabinet de Buckingham. Au cri poussé par le duc, à l'appel de Patrick, l'homme que Felton avait rencontré dans l'antichambre se précipita dans le cabinet. Il trouva le duc, couché sur un sofa, serrant sa blessure dans sa main crispée. La porte, dit le duc d'une voix mourante. La porte. Viens-tu de sa part? Oui, monseigneur, répondit le fidèle serviteur d'Anne d'Autriche. Mais trop tard peut-être. Silence, la porte. On pourrait vous entendre. Patrick, ne laissez entrer personne. Oh, je ne saurais pas ce qu'elle me fait dire. Mon Dieu, et je me meurs. Et le duc s'évanouit. Cependant, lord de Winter, les députés, les chefs de l'expédition, les officiers de la maison de Buckingham avaient fait irruption dans sa chambre. Partout, des cris de désespoir retentissaient. La nouvelle, qui emplissait le palais de plaintes et de gémissements, en déborda bientôt partout et se répandit par la ville. Un coup de canon annonça qu'il venait de se passer quelque chose de nouveau et d'inattendu. Lord de Winter s'arrachait les cheveux. Trop tard d'une minute, s'écriait-il. Trop tard d'une minute. Oh mon Dieu, quel malheur! En effet, on était venu lui dire à 7 heures du matin qu'une échelle de corde flottait à une des fenêtres du château. Il avait couru aussitôt à la chambre de Milady, avait trouvé la chambre vide et la fenêtre ouverte, les barreaux sciés. Il s'était rappelé la recommandation verbale que lui avait fait transmettre d'Artagnan par son messager. Il avait tremblé pour le duc, et courant à l'écurie sans prendre le temps de faire seller son cheval, avait sauté sur le premier venu, était accouru ventre à terre, et, sautant à bas dans la cour, avait monté précipitamment l'escalier, et sur le premier degré, avait, comme nous l'avons dit, rencontré Felton. Cependant le duc n'était pas mort. Il revint à lui, rouvrit les yeux, et l'espoir rentra dans tous les cœurs. Messieurs, dit-il, laissez-moi seul avec Patrick et la porte. Ah, c'est vous, de Winter. Vous m'avez envoyé ce matin un singulier fou. Voyez l'état dans lequel il m'a mis. Oh, milord, s'écria le baron, je ne m'en consolerai jamais. Et tu aurais tort, mon cher de Winter, dit Buckingham en lui tendant la main. Je ne connais pas d'homme qui mérite d'être regretté pendant toute la vie d'un autre homme. Mais laisse-nous, je t'en prie. Le baron sortit en sanglotant. Il ne resta dans le cabinet que le duc blessé, la porte et Patrick. On cherchait un médecin qu'on ne pouvait trouver. Vous vivrez, milord, vous vivrez, répétait à genoux devant le sofa du duc le messager d'Anne d'Autriche. Que m'écrivait-elle? Dit faiblement Buckingham, tout en ruisselant de sang et domptant, pour parler de celle qu'il aimait, d'atroces douleurs. Que m'écrivait-elle? Lis-moi sa lettre. Oh, milord, fit la porte. Obéis, la porte. Ne vois-tu pas que je n'ai pas de temps à perdre? La porte rompit le cachet et plaça le parchemin sous les yeux du duc. Mais Buckingham essaya vainement de distinguer l'écriture. Lis donc, dit-il. Lis donc, je n'y vois plus. Lis donc, car bientôt peut-être je n'entendrai plus, et je mourrai sans savoir ce qu'elle m'a écrit. La porte ne fit plus de difficulté et lut. Milord, parce que j'ai, depuis que je vous connais, souffert par vous et pour vous, je vous conjure, si vous avez souci de mon repos, d'interrompre,
les grands armements que vous faites contre la France, et de cesser une guerre dont on dit tout haut que la religion est la cause visible, et tout bas que votre amour pour moi est la cause cachée. Cette guerre peut non seulement amener pour la France et pour l'Angleterre de grandes catastrophes, mais encore pour vous, milord, des malheurs dont je ne me consolerai pas. Veillez sur votre vie, que l'on menace et qui me sera chère du moment où je ne serai pas obligé de voir en vous un ennemi. Votre affectionnée Anne. Buckingham rappela tous les restes de sa vie pour écouter cette lecture. Puis, lorsqu'elle fut finie, comme s'il eût trouvé dans cette lettre un amer désappointement. N'avez-vous donc pas autre chose à me dire de vive voix, la porte demanda-t-il. Si fait, monseigneur. La reine m'avait chargé de vous dire de veiller sur vous, car elle avait eu un avis qu'on voulait vous assassiner. Et c'est tout, c'est tout, reprit Buckingham avec impatience. Elle m'avait encore chargé de vous dire qu'elle vous aimait toujours. Ah, fit Buckingham, Dieu soit loué. Ma mort ne sera donc pas pour elle la mort d'un étranger. La porte fondit en larmes. Patrick, dit le duc, apportez-moi le coffret où étaient les ferrets de diamants. Patrick apporta l'objet demandé, que la porte reconnut pour avoir appartenu à la reine. Maintenant, le sachet de satin blanc, où son chiffre est brodé en perles. Patrick obéit encore. Tenez la porte, dit Buckingham. Voici les seuls gages que j'eusse à elle, ce coffret d'argent et ces 2 lettres. Vous les rendrez à sa majesté, et pour dernier souvenir, il chercha autour de lui quelque objet précieux. Vous y joindrez. Il chercha encore, mais ses regards obscurcis par la mort ne rencontrèrent que le couteau tombé des mains de Felton, et fumant encore du sang vermeil étendu sur la lame. Et vous y joindrez ce couteau, dit le duc en serrant la main de la porte. Il put encore remettre le sachet au fond du coffret d'argent. Il laissa tomber le couteau en faisant signe à la porte qu'il ne pouvait plus parler. Puis, dans une dernière convulsion, que cette fois il n'avait plus la force de combattre, il glissa du sofa sur le parquet. Patrick poussa un grand cri. Buckingham voulut sourire une dernière fois, mais la mort arrêta sa pensée, qui resta gravée sur son front comme un dernier baiser d'amour. En ce moment, le médecin du duc arriva tout effaré. Il était déjà à bord du vaisseau amiral, on avait été obligé d'aller le chercher là. Il s'approcha du duc, prit sa main, la garda un instant dans la sienne et la laissa tomber. Tout est inutile, dit-il. Il est mort. Mort, mort, s'écria Patrick. À ce cri, toute la foule rentra dans la salle, et partout ce ne fut que consternation et que tumulte. Aussitôt que lord de Winter vit Buckingham expirer, il courut à Felton, que les soldats gardaient toujours sur la terrasse du palais. Misérable, dit-il au jeune homme qui, depuis la mort de Buckingham, avait retrouvé ce calme et ce sang-froid qui ne devaient plus l'abandonner. Misérable, qu'as-tu fait? Je me suis vengé, dit-il. Toi, dit le baron, dis que tu as servi d'instrument à cette femme maudite. Mais je te le jure, ce crime sera son dernier crime. Je ne sais ce que vous voulez dire, reprit tranquillement Felton, et j'ignore de qui vous voulez parler, milord. J'ai tué M. de Buckingham parce qu'il a refusé 2 fois à vous-même de me nommer capitaine. Je l'ai puni de son injustice. Voilà tout. De Winter, stupéfait, regardait les gens qui liaient Felton et ne savait que penser d'une pareille insensibilité. Une seule chose jetait cependant un nuage sur le front pur de Felton. À chaque bruit qu'il entendait, le naïf puritain croyait reconnaître les pas et la voix de milady, venant se jeter dans ses bras pour s'accuser et se perdre avec lui. Tout à coup,
il tressaillit. Son regard se fixa sur un point de la mer, que de la terrasse où il se trouvait, on donnait tout entière. Avec ce regard d'aigle du marin, il avait reconnu, là où un autre n'aurait vu qu'un goéland se balançant sur les flots, la voile du sloop qui se dirigeait vers les côtes de France. Il pâlit, porta la main à son cœur qui se brisait, et comprit toute la trahison. Une dernière grâce, milord, dit-il au baron. Laquelle? Demanda celui-ci. Quelle heure est-il? Le baron tira sa montre. 9 heures moins 10 minutes, dit-il. Milady avait devancé son départ d'1 heure et demie dès qu'elle avait entendu le coup de canon qui annonçait le fatal événement. Elle avait donné l'ordre de lever l'ancre. La barque voguait sous un ciel bleu, à une grande distance de la côte. Dieu l'a voulu, dit Felton, avec la résignation du fanatique. Mais cependant, sans pouvoir détacher les yeux de cet esquif à bord duquel il croyait sans doute distinguer le blanc fantôme de celle à qui sa vie allait être sacrifiée. De Winter suivit son regard, interrogea sa souffrance et devina tout. Sois puni seul d'abord, misérable, dit lord de Winter à Felton, qui se laissait entraîner les yeux tournés vers la mer. Mais je te jure, sur la mémoire de mon frère que j'aimais tant, que ta complice n'est pas sauvée. Felton baissa la tête, sans prononcer une syllabe. Quant à de Winter, il descendit rapidement l'escalier et se rendit au port. Chapitre 59. Chapitre 60 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 60. En France. La première crainte du roi d'Angleterre, Charles Ier, en apprenant cette mort, fut qu'une si terrible nouvelle ne décourageât les Rochelois. Il essaya, dit Richelieu dans ses mémoires, de la leur cacher le plus longtemps possible, faisant fermer les ports par tout son royaume, et prenant soigneusement garde qu'aucun vaisseau ne sortît jusqu'à ce que l'armée que Buckingham apprêtait fût partie, se chargeant, à défaut de Buckingham, de surveiller lui-même le départ. Il poussa même la sévérité de cet ordre jusqu'à retenir en Angleterre l'ambassadeur de Danemark, qui avait pris congé, et l'ambassadeur ordinaire de Hollande, qui devait ramener dans le port de Flessingue les navires des Indes que Charles Ier avait fait restituer aux Provinces-Unies. Mais, comme il ne songea à donner cet ordre que 5 heures après l'événement, c'est-à-dire à 2 heures de l'après-midi, 2 navires étaient déjà sortis du port. L'un, emmenant, comme nous le savons, Milady, laquelle, se doutant déjà de l'événement, fut encore confirmée dans cette croyance en voyant le pavillon noir se déployer au mât du vaisseau amiral. Quant au second bâtiment, nous dirons plus tard qui il portait et comment il partit. Pendant ce temps, du reste, rien de nouveau au camp de La Rochelle. Seulement le roi, qui s'ennuyait fort, comme toujours, mais peut-être encore un peu plus au camp qu'ailleurs, résolut d'aller incognito passer les fêtes de Saint-Louis à Saint-Germain, et demanda au cardinal de lui faire préparer une escorte de 20 mousquetaires seulement. Le cardinal, que l'ennui du roi gagnait quelquefois, accorda avec grand plaisir ce congé à son royal lieutenant, lequel promit d'être de retour vers le 15 septembre. M. de Tréville, prévenu par son éminence, fit son porte-manteau, et comme, sans en savoir la cause, il avait le vif désir et même l'impérieux besoin que ses amis avaient de revenir à Paris, il va sans dire qu'il les désigna pour faire partie de l'escorte. Les 4 jeunes gens surent la nouvelle un quart d'heure après M. de Tréville, car ils furent les premiers à qui il la communiqua. Ce fut alors que d'Artagnan
apprécia la faveur que lui avait accordée le cardinal en le faisant enfin passer aux mousquetaires. Sans cette circonstance, il était forcé de rester au camp tandis que ses compagnons partaient. On verra plus tard que cette impatience de remonter vers Paris avait pour cause le danger que devait courir mme Bonacieux en se rencontrant au couvent de Béthune avec milady, son ennemie mortelle. Aussi, comme nous l'avons dit, Aramis avait écrit immédiatement à Marie Michon, cette lingère de Tours qui avait de si belles connaissances, pour qu'elle obtînt que la reine donnât l'autorisation à mme Bonacieux de sortir du couvent et de se retirer soit en Lorraine, soit en Belgique. La réponse ne s'était pas fait attendre, et 8 ou 10 jours après, Aramis avait reçu cette lettre. Mon cher cousin, voici l'autorisation de ma sœur à retirer notre petite servante du couvent de Béthune, dont vous pensez que l'air est mauvais pour elle. Ma sœur vous envoie cette autorisation avec grand plaisir, car elle aime fort cette petite fille, à laquelle elle se réserve d'être utile plus tard. Je vous embrasse, Marie Michon. À cette lettre était jointe une autorisation ainsi conçue. La supérieure du couvent de Béthune remettra aux mains de la personne qui lui remettra ce billet la novice qui était entrée dans son couvent sous ma recommandation et sous mon patronage. Au Louvre, le 10 août 1628. Anne. On comprend combien ces relations de parenté entre Aramis et une lingère qui appelait la reine sa sœur avaient égayé la verve des jeunes gens. Mais Aramis, après avoir rougi 2 ou 3 fois jusqu'au blanc des yeux aux grosses plaisanteries de Porthos, avait prié ses amis de ne plus revenir sur ce sujet, déclarant que s'il lui en était dit encore un seul mot, il n'emploierait plus sa cousine comme intermédiaire dans ces sortes d'affaires. Il ne fut donc plus question de Marie Michon entre les 4 mousquetaires, qui d'ailleurs avaient ce qu'ils voulaient, l'ordre de tirer mme Bonacieux du couvent des carmélites de Béthune. Il est vrai que cet ordre ne leur servait pas à grand-chose tant qu'ils seraient au camp de La Rochelle, c'est-à-dire à l'autre bout de la France. Aussi d'Artagnan allait-il demander un congé à m de Tréville, en lui confiant tout bonnement l'importance de son départ, lorsque cette nouvelle lui fut transmise, ainsi qu'à ses 3 compagnons, que le roi allait partir pour Paris avec une escorte de 20 mousquetaires, et qu'il faisait partie de l'escorte. La joie fut grande. On envoya les valets devant avec les bagages, et l'on partit le 16 au matin. Le cardinal reconduisit sa majesté de Surgères à Mauzé, et là, le roi et son ministre prirent congé l'un de l'autre avec de grandes démonstrations d'amitié. Cependant, le roi, qui cherchait de la distraction, tout en cheminant le plus vite qu'il lui était possible, car il désirait être arrivé à Paris pour le 23, s'arrêtait de temps en temps pour voler la pie, passe-temps dont le goût lui avait autrefois été inspiré par de Luynes, et pour lequel il avait toujours conservé une grande prédilection. Sur les 20 mousquetaires, 16, lorsque la chose arrivait, se réjouissaient fort de ce bon temps, mais 4 maugréaient de leur mieux. D'Artagnan surtout avait des bourdonnements perpétuels dans les oreilles, ce que Porthos expliquait ainsi. Une très grande dame m'a appris que cela veut dire que l'on parle de vous quelque part. Enfin, l'escorte traversa Paris le 23 dans la nuit. Le roi remercia m de Tréville et lui permit de distribuer des congés pour 4 jours, à la condition que pas un des favorisés ne partirait dans un lieu public, sous peine de la Bastille. Les 4 premiers congés accordés, comme on le pense bien, furent à nos 4 amis. Il y a plus, Athos obtint de m de Tréville 6 jours au lieu de 4, et fit mettre dans ces 6 jours 2 nuits de plus, car ils partirent le 24, à 5 heures du soir, et par complaisance encore, m de Tréville postdata le congé du 25 au matin. Eh mon Dieu, disait D'Artagnan, qui, comme on le sait, ne doutait jamais de rien. Il me semble que nous faisons bien de l'embarras pour une chose bien simple. En 2 jours, et en crevant 2 ou 3 chevaux, peu m'importe, j'ai de l'argent, je suis à Béthune, je remets la lettre de la reine à la supérieure,
et je ramène le cher trésor que je vais chercher, non pas en Lorraine, non pas en Belgique, mais à Paris, où il sera mieux caché, surtout tant que monsieur le cardinal sera à La Rochelle. Puis, une fois de retour de la campagne, eh bien, moitié par la protection de sa cousine, moitié en faveur de ce que nous avons fait personnellement pour elle, nous obtiendrons de la reine ce que nous voudrons. Restez donc ici, ne vous épuisez pas de fatigue inutilement. Moi et Planchet, c'est tout ce qu'il faut pour une expédition aussi simple. À ceci, Athos répondit tranquillement. Nous aussi nous avons de l'argent, car je n'ai pas encore bu tout à fait le reste du diamant. Et Porthos et Aramis ne l'ont pas tout à fait mangé. Nous crèverons donc aussi bien 4 chevaux qu'un. Mais songez, D'Artagnan, ajouta-t-il d'une voix si sombre que son accent donna le frisson au jeune homme, songez que Béthune est une ville où le cardinal a donné rendez-vous à une femme qui, partout où elle va, mène le malheur après elle. Si vous n'aviez affaire qu'à 4 hommes, D'Artagnan, je vous laisserais aller seul. Si vous avez affaire à cette femme, allons-y 4, et plaise à Dieu qu'avec nos 4 valets, nous soyons en nombre suffisant. Vous m'épouvantez, Athos, s'écria D'Artagnan. Que craignez-vous donc, mon Dieu? Tout, répondit Athos. D'Artagnan examina les visages de ses compagnons, qui, comme celui d'Athos, portaient l'empreinte d'une inquiétude profonde, et l'on continua la route au plus grand pas des chevaux, mais sans ajouter une seule parole. Le 25 au soir, comme ils entraient à Arras, et comme D'Artagnan venait de mettre pied à terre à l'auberge de la Herse d'Or pour boire un verre de vin, un cavalier sortit de la cour de la poste, où il venait de relayer, prenant au grand galop et avec un cheval frais le chemin de Paris. Au moment où il passait de la grande porte dans la rue, le vent entr'ouvrit le manteau dont il était enveloppé, quoiqu'on fût au mois d'août, et enleva son chapeau, que le voyageur retint de sa main, au moment où il avait déjà quitté sa tête, et il l'enfonça vivement sur ses yeux. D'Artagnan, qui avait les yeux fixés sur cet homme, devint fort pâle et laissa tomber son verre. Qu'avez-vous, monsieur? dit Planchet. Oh là! Accourez, messieurs, voilà que mon maître se trouve mal. Les 3 amis accoururent, et trouvèrent D'Artagnan qui, au lieu de se trouver mal, courait à son cheval. Ils l'arrêtèrent sur le seuil de la porte. Eh bien, où diable vas-tu donc ainsi? lui cria Athos. C'est lui! s'écria D'Artagnan, pâle de colère et la sueur sur le front. C'est lui! Laissez-moi le rejoindre! Mais qui, lui? demanda Athos. Lui, cet homme! Quel homme? Cet homme maudit, mon mauvais génie, que j'ai toujours vu lorsque j'étais menacé de quelque malheur. Celui qui accompagnait l'horrible femme lorsque je la rencontrai pour la première fois. Celui que je cherchais lorsque j'ai provoqué Athos. Celui que j'ai vu le matin du jour où Madame Bonacieux a été enlevée. L'homme de Meung, enfin. Je l'ai vu, c'est lui. Je l'ai reconnu quand le vent a entr'ouvert son manteau. Diable, fit Athos rêveur. En selle, messieurs, en selle. Poursuivons-le, et nous le rattraperons. Mon cher, dit Aramis, songez qu'il va du côté opposé à celui où nous allons, qu'il a un cheval frais et que nos chevaux sont fatigués, que par conséquent nous crèverons nos chevaux sans même avoir la chance de le rejoindre. Laissons l'homme, D'Artagnan, sauvons la femme. Eh, monsieur, s'écria un garçon d'écurie courant après l'inconnu. Eh, monsieur, voilà un papier qui s'est échappé de votre chapeau. Eh, messieurs, eh! Mon ami, dit D'Artagnan, une demi-pistole pour ce papier. Ma foi, monsieur, avec grand plaisir, le voici. Le garçon d'écurie, enchanté de la bonne journée qu'il avait faite, rentra dans la cour de l'hôtel. D'Artagnan déplia le papier. Eh bien, demandèrent ses amis en l'entourant. Rien qu'un mot, dit D'Artagnan. Oui, dit Aramis, mais ce nom est un nom de ville ou de village. Armentières, lut Porthos. Armentières, je ne connais pas cela. Et son nom de ville ou de village est écrit de sa main, s'écria Athos. Allons, allons,
Gardons soigneusement ce papier, dit d'Artagnan. Peut-être n'ai-je pas perdu ma dernière pistole. À cheval, mes amis, à cheval. Et les 4 compagnons s'élancèrent au galop sur la route de Béthune. Chapitre 60. Chapitre 61 des 3 mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane, Les 3 mousquetaires par Alexandre Dumas, chapitre 61. Le couvent des Carmélites de Béthune. Les grands criminels portent avec eux une espèce de prédestination qui leur fait surmonter tous les obstacles, qui les fait échapper à tous les dangers, jusqu'au moment que la Providence, lassée, a marqué pour l'écueil de leur fortune impie. Il en était ainsi de Milady. Elle passa au travers des croiseurs des 2 nations et arriva à Boulogne sans aucun accident. En débarquant à Portsmouth, Milady était une Anglaise que les persécutions de la France chassaient de La Rochelle. Débarquée à Boulogne, après 2 jours de traversée, elle se fit passer pour une Française que les Anglais inquiétaient à Portsmouth dans la haine qu'ils avaient conçue contre la France. Milady avait d'ailleurs le plus efficace des passeports, sa beauté, sa grande mine et la générosité avec laquelle elle répandait les pistoles. Affranchie des formalités d'usage par le sourire affable et les manières galantes d'un vieux gouverneur du port qui lui baisa la main, elle ne resta à Boulogne que le temps de mettre à la poste une lettre ainsi conçue. À son éminence, monseigneur le cardinal de Richelieu, en son camp devant La Rochelle. Monseigneur, que votre éminence se rassure, sa grâce le duc de Buckingham ne partira point pour la France. Boulogne, 25 au soir, Milady de. PS. Selon les désirs de votre éminence, je me rends au couvent des Carmélites de Béthune où j'attendrai ses ordres. Effectivement, le même soir, Milady se mit en route. La nuit la prit. Elle s'arrêta et coucha dans une auberge. Puis le lendemain, à 5 heures du matin, elle partit, et 3 heures après, elle entra à Béthune. Elle se fit indiquer le couvent des Carmélites et y entra aussitôt. La supérieure vint au-devant d'elle. Milady lui montra l'ordre du cardinal. L'abbesse lui fit donner une chambre et servir à déjeuner. Tout le passé s'était déjà effacé aux yeux de cette femme, et le regard fixé vers l'avenir, elle ne voyait que la haute fortune que lui réservait le cardinal, qu'elle avait si heureusement servi, sans que son nom fût mêlé en rien à toute cette sanglante affaire. Les passions toujours nouvelles qui la consumaient donnaient à sa vie l'apparence de ces nuages qui volent dans le ciel, reflétant tantôt l'azur, tantôt le feu, tantôt le noir opaque de la tempête, et qui ne laissent d'autres traces sur la terre que la dévastation et la mort. Après le déjeuner, l'abbesse vint lui faire sa visite. Il y a peu de distraction au cloître, et la bonne supérieure avait hâte de faire connaissance avec sa nouvelle pensionnaire. Milady voulait plaire à l'abbesse. Or, c'était chose facile à cette femme si réellement supérieure. Elle essaya d'être aimable, elle fut charmante, et séduisit la bonne supérieure par sa conversation si variée et par les grâces répandues dans toute sa personne. L'abbesse, qui était une fille de noblesse, aimait surtout les histoires de cour, qui parviennent si rarement jusqu'aux extrémités du royaume et qui, surtout, ont tant de peine à franchir les murs des couvents, au seuil desquels viennent expirer les bruits du monde. Milady, au contraire, était fort au courant de toutes les intrigues aristocratiques, au milieu desquelles, depuis 5 ou 6 ans, elle avait constamment vécu. Elle se mit donc à entretenir la bonne abbesse des pratiques mondaines de la cour de France,
mêlée aux dévotions outrées du roi. Elle lui fit la chronique scandaleuse des seigneurs et des dames de la cour, que l'abbesse connaissait parfaitement de nom, toucha légèrement les amours de la reine et de Buckingham, parlant beaucoup pour qu'on parlât un peu. Mais l'abbesse se contenta d'écouter et de sourire, le tout sans répondre. Cependant, comme milady vit que ce genre de récit l'amusait fort, elle continua. Seulement, elle fit tomber la conversation sur le cardinal. Mais elle était fort embarrassée. Elle ignorait si l'abbesse était royaliste ou cardinaliste. Elle se tint dans un milieu prudent, mais l'abbesse de son côté se tint dans une réserve plus prudente encore, se contentant de faire une profonde inclination de tête toutes les fois que la voyageuse prononçait le nom de son éminence. Milady commença à croire qu'elle s'ennuierait fort dans le couvent. Elle résolut donc de risquer quelque chose pour savoir de suite à quoi s'en tenir. Voulant voir jusqu'où irait la discrétion de cette bonne abbesse, elle se mit à dire un mal, très dissimulé d'abord, puis très circonstancié, du cardinal, racontant les amours du ministre avec madame d'aiguillon, avec Marion de Lorme et avec quelques autres femmes galantes. L'abbesse écouta plus attentivement, s'anima peu à peu et sourit. Bon, dit milady, elle prend goût à mon discours. Si elle est cardinaliste, elle n'y met pas de fanatisme au moins. Alors elle passa aux persécutions exercées par le cardinal sur ses ennemis. L'abbesse se contenta de se signer, sans approuver ni désapprouver. Cela confirma milady dans son opinion que la religieuse était plutôt royaliste que cardinaliste. Milady continua, renchérissant de plus en plus. Je suis fort ignorante de toutes ces matières-là, dit enfin l'abbesse, mais tout éloignés que nous sommes de la cour, tout en dehors des intérêts du monde où nous nous trouvons placés, nous avons des exemples fort tristes de ce que vous nous racontez là, et l'une de nos pensionnaires a bien souffert des vengeances et des persécutions de monsieur le cardinal. Une de vos pensionnaires, dit milady. Oh mon Dieu, pauvre femme, je la plains alors. Et vous avez raison, car elle est bien à plaindre. Prison, menaces, mauvais traitements, elle a tout souffert. Mais après tout, reprit l'abbesse, monsieur le cardinal avait peut-être des motifs plausibles pour agir ainsi. Et quoiqu'elle ait l'air d'un ange, il ne faut pas toujours juger les gens sur la mine. Bon, dit milady, à elle-même, qui sait, je vais peut-être découvrir quelque chose ici, je suis en veine. Et elle s'appliqua à donner à son visage une expression de candeur parfaite. Hélas, dit milady, je le sais, on dit cela qu'il ne faut pas croire aux physionomies. Mais à quoi croira-t-on cependant si ce n'est au plus bel ouvrage du Seigneur? Quant à moi, je serais trompée toute ma vie peut-être, mais je me fierai toujours à une personne dont le visage m'inspirera de la sympathie. Vous seriez donc tenté de croire, dit l'abbesse, que cette jeune femme est innocente? Monsieur le cardinal ne punit pas que les crimes, dit-elle. Il y a certaines vertus qu'il poursuit plus sévèrement que certains forfaits. Permettez-moi, madame, de vous exprimer ma surprise, dit l'abbesse. Et sur quoi? demanda milady avec naïveté. Mais sur le langage que vous tenez. Que trouvez-vous d'étonnant à ce langage? demanda en souriant milady. Vous êtes l'ami du cardinal, puisqu'il vous envoie ici. Et cependant j'en dis du mal, reprit milady, achevant la pensée de la supérieure. Au moins, n'en dites-vous pas de bien. C'est que je ne suis pas son amie, dit-elle en soupirant, mais sa victime. Mais cependant, cette lettre par laquelle il vous recommande à moi est un ordre à moi de me tenir dans une espèce de prison dont il me fera tirer par quelques-uns de ses satellites. Mais pourquoi n'avez-vous pas fui? Où irais-je? Croyez-vous qu'il y ait un endroit de la terre où ne puisse atteindre le cardinal, s'il veut se donner la peine de tendre la main? Si j'étais un homme, à la rigueur, cela serait possible encore, mais une femme,
Que voulez-vous que fasse une femme? Cette jeune pensionnaire que vous avez ici a-t-elle essayé de fuir, elle? Non, c'est vrai, mais elle, c'est autre chose. Je la crois retenue en France par quelque amour. Alors, dit Milady avec un soupir, si elle aime, elle n'est pas tout à fait malheureuse. Ainsi, dit l'abbesse, en regardant Milady avec un intérêt croissant, c'est encore une pauvre persécutée que je vois. Hélas, oui, dit Milady. L'abbesse regarda un instant Milady avec inquiétude, comme si une nouvelle pensée surgissait dans son esprit. Vous n'êtes pas ennemi de notre sainte foi dit-elle en balbutiant. Moi s'écria Milady. Moi, protestante. Oh non, j'atteste le Dieu qui nous entend que je suis au contraire fervente catholique. Alors, madame, dit l'abbesse en souriant, rassurez-vous. La maison où vous êtes ne sera pas une prison bien dure, et nous ferons tout ce qu'il faudra pour vous faire chérir la captivité. Il y a plus, vous trouverez ici cette jeune femme persécutée sans doute par suite de quelque intrigue de cour. Elle est aimable, gracieuse. Comment la nommez-vous? Elle m'a été recommandée par quelqu'un de très haut placé, sous le nom de Ketty. Je n'ai pas cherché à savoir son autre nom. Ketty! S'écria Milady. Quoi, vous êtes sûre? Qu'elle se fait appeler ainsi? Oui, madame. La connaîtriez-vous? Milady sourit à elle-même et à l'idée qui lui était venue que cette jeune femme pouvait être son ancienne camérière. Il se mêlait au souvenir de cette jeune fille un souvenir de colère, et un désir de vengeance avait bouleversé les traits de Milady, qui reprirent au reste presque aussitôt l'expression calme et bienveillante que cette femme au sans visage leur avait momentanément fait perdre. Et quand pourrai-je voir cette jeune dame pour laquelle je me sens déjà une si grande sympathie demanda Milady. Mais ce soir, dit l'abbesse, dans la journée même. Mais vous voyagez depuis 4 jours, m'avez-vous dit vous-même. Ce matin, vous vous êtes levé à 5 heures. Vous devez avoir besoin de repos. Couchez-vous et dormez. À l'heure du dîner, nous vous réveillerons. Quoique Milady eût très bien pu se passer de sommeil, soutenue qu'elle était par toutes les excitations qu'une aventure nouvelle faisait éprouver à son cœur avide d'intrigue, elle n'en accepta pas moins l'offre de la supérieure. Depuis 12 jours, elle avait passé par tant d'émotions diverses que, si son corps de fer pouvait encore soutenir la fatigue, son âme avait besoin de repos. Elle prit donc congé de l'abbesse et se coucha, doucement bercée par les idées de vengeance auxquelles elle avait tout naturellement ramené le nom de Ketty. Elle se rappelait cette promesse presque illimitée que lui avait faite le cardinal. Si elle réussissait dans son entreprise, elle avait réussi, elle pourrait donc se venger de D'Artagnan. Une seule chose épouvantait Milady, c'était le souvenir de son mari, le comte de la Fère, qu'elle avait cru mort ou du moins expatrié, et qu'elle retrouvait dans Athos, le meilleur ami de D'Artagnan. Mais aussi, s'il était l'ami de D'Artagnan, il aurait dû lui prêter assistance dans toutes les menaces à l'aide desquelles la reine avait déjoué les projets de son éminence. S'il était l'ami de D'Artagnan, il était l'ennemi du cardinal, et sans doute elle parviendrait à l'envelopper dans la vengeance au repli de laquelle elle comptait étouffer le jeune mousquetaire. Toutes ses espérances étaient de douces pensées pour Milady. Aussi, bercée par elle, sendormit elle bientôt. Elle fut réveillée par une voix douce qui retentit au pied de son lit. Elle ouvrit les yeux et vit l'abbesse accompagnée d'une jeune femme aux cheveux blonds, au teint délicat, qui fixait sur elle un regard plein d'une bienveillante curiosité. La figure de cette jeune femme lui était complètement inconnue. Toutes deux s'examinèrent avec une scrupuleuse attention, tout en échangeant les compliments d'usage. Toutes deux étaient fort belles, mais de beauté tout à fait différente. Cependant, Milady sourit en reconnaissant qu'elle l'emportait de beaucoup, sur la jeune femme en grand air et en façon aristocratique.
Il est vrai que l'habit de novice que portait la jeune femme n'était pas très avantageux pour soutenir une lutte de ce genre. L'abbesse les présenta l'une à l'autre. Puis, lorsque cette formalité fut remplie, comme ses devoirs l'appelaient à l'église, elle laissa les deux jeunes femmes seules. La novice, voyant milady couchée, voulait suivre la supérieure, mais milady la retint. Comment, madame, lui dit-elle, à peine vous ai-je aperçue, et vous voulez déjà me priver de votre présence, sur laquelle je comptais cependant un peu, je vous l'avoue, pour le temps que j'ai à passer ici. Non, madame, répondit la novice. Seulement, je craignais d'avoir mal choisi mon temps. Vous dormiez, vous êtes fatiguée. Eh bien, dit milady, que peuvent demander les gens qui dorment? Un bon réveil. Ce réveil, vous me l'avez donné. Laissez-moi en jouir tout à mon aise. Et lui prenant la main, elle l'attira sur un fauteuil qui était près de son lit. La novice s'assit. Mon Dieu, dit-elle, que je suis malheureuse. Voilà 6 mois que je suis ici, sans l'ombre d'une distraction. Vous arrivez, votre présence allait être pour moi une compagnie charmante, et voilà que, selon toute probabilité, d'un moment à l'autre je vais quitter le couvent. Comment, dit milady, vous sortez bientôt? Du moins je l'espère, dit la novice, avec une expression de joie qu'elle ne cherchait pas le moins du monde à déguiser. Je crois avoir appris que vous aviez souffert de la part du cardinal, continua milady. C'eût été un motif de plus de sympathie entre nous. Ce que m'a dit notre bonne mère est donc la vérité, que vous étiez aussi une victime de ce méchant cardinal? Chut, dit milady. Même ici, ne parlons pas ainsi de lui. Tous mes malheurs viennent d'avoir dit à peu près ce que vous venez de dire, devant une femme que je croyais mon amie et qui m'a trahi. Et vous êtes aussi, vous, la victime d'une trahison? Non, dit la novice, mais de mon dévouement à une femme que j'aimais, pour qui j'eusse donné ma vie, et pour qui je la donnerais encore. Et qui vous a abandonné, c'est cela. J'ai été assez injuste pour le croire, mais depuis 2 ou 3 jours, j'ai acquis la preuve du contraire, et j'en remercie Dieu. Il m'aurait coûté de croire qu'elle m'avait oublié. Mais vous, madame, continua la novice, il me semble que vous êtes libre, et que si vous vouliez fuir, il ne tiendrait qu'à vous. Où voulez-vous que j'aille? Sans amis, sans argent, dans une partie de la France que je ne connais pas, où je ne suis jamais venue? Oh, s'écria la novice, quant à des amis, vous en aurez partout où vous vous montrerez. Vous paraissez si bonne, et vous êtes si belle. Cela n'empêche pas, reprit milady, en adoucissant son sourire de manière à lui donner une expression angélique, que je suis seule et persécutée. Écoutez, dit la novice, il faut avoir bon espoir dans le ciel, voyez-vous. Il vient toujours un moment où le bien que l'on a fait plaide votre cause devant Dieu. Et tenez, peut-être est-ce un bonheur pour vous, tout humble et sans pouvoir que je suis, que vous m'ayez rencontré, car si je sors d'ici, eh bien j'aurai quelques amis puissants, qui, après s'être mis en campagne pour moi, pourront aussi se mettre en campagne pour vous. Oh, quand j'ai dit que j'étais seule, dit milady, espérant faire parler la novice en parlant d'elle-même, ce n'est pas faute d'avoir aussi quelques connaissances haut placées. Mais ces connaissances tremblent elles-mêmes devant le cardinal. La reine elle-même n'ose pas soutenir contre le terrible ministre. J'ai la preuve que sa majesté, malgré son excellent cœur, a plus d'une fois été obligée d'abandonner à la colère de son éminence les personnes qui l'avaient servie. Croyez-moi, madame, la reine peut avoir l'air d'avoir abandonné ces personnes-là, mais il ne faut pas en croire l'apparence. Plus elles sont persécutées, plus elles pensent à elles, et souvent, au moment où elles y pensent le moins, elles ont la preuve d'un bon souvenir. Hélas, dit milady, je le crois, la reine est si bonne. Oh, vous la connaissez donc, cette belle et noble reine, que vous parlez d'elle ainsi? S'écria la novice avec enthousiasme. C'est-à-dire, reprit milady, poussée dans ses retranchements, qu'elle, personnellement, je n'ai pas l'honneur de la connaître.
mais je connais bon nombre de ses amis les plus intimes. Je connais M. de Putange, j'ai connu en Angleterre M. Dujart, je connais M. de Tréville. Monsieur de Tréville, s'écria la novice, vous connaissez Monsieur de Tréville? Oui, parfaitement, beaucoup même. Le capitaine des mousquetaires du roi? Le capitaine des mousquetaires du roi. Oh, mais vous allez voir, s'écria la novice, que tout à l'heure nous allons être des connaissances achevées, presque des amis. Si vous connaissez Monsieur de Tréville, vous avez dû aller chez lui? Souvent, dit Milady, qui entrée dans cette voie et s'apercevant que le mensonge réussissait, voulait le pousser jusqu'au bout. Chez lui, vous avez dû voir quelques-uns de ses mousquetaires? Tous ceux qu'il reçoit habituellement, répondit Milady, pour laquelle cette conversation commençait à prendre un intérêt réel. Nommez-moi quelques-uns de ceux que vous connaissez, et vous verrez qu'ils sont de mes amis. Mais, dit Milady embarrassée, je connais monsieur de Louvigny, monsieur de Courtivron, monsieur de Ferussac. La novice la laissa dire. Puis, voyant qu'elle s'arrêtait, vous ne connaissez pas, dit-elle, un gentilhomme nommé Athos? Milady devint aussi pâle que les draps dans lesquels elle était couchée, et si maîtresse qu'elle fût d'elle-même, ne put s'empêcher de pousser un cri en saisissant la main de son interlocutrice et en la dévorant du regard. Quoi? Qu'avez-vous? Oh mon Dieu! demanda cette pauvre femme. Ai-je donc dit quelque chose qui vous ait blessé? Non, mais ce nom m'a frappé, parce que moi aussi j'ai connu ce gentilhomme, et qu'il me paraît étrange de trouver quelqu'un qui le connaisse beaucoup. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Non seulement lui, mais encore ses amis, messieurs Porthos et Aramis. En vérité, eux aussi je les connais, s'écria Milady, qui sentit le froid pénétrer jusqu'à son cœur. Eh bien, si vous les connaissez, vous devez savoir qu'ils sont bons et francs compagnons. Que ne vous adressez-vous à eux si vous avez besoin d'appui? C'est-à-dire, balbutia Milady, que je ne suis liée réellement avec aucun d'eux. Je les connais pour en avoir beaucoup entendu parler par un de leurs amis, M. d'Artagnan. Vous connaissez M. d'Artagnan? S'écria la novice à son tour, en saisissant la main de Milady et en la dévorant des yeux. Puis, remarquant l'étrange expression du regard de Milady, pardon, madame, dit-elle, vous le connaissez à quel titre? Mais, reprit Milady embarrassée, mais à titre d'ami. Vous me trompez, madame, dit la novice. Vous avez été sa maîtresse. C'est vous qui l'avez été, madame, s'écria Milady à son tour. Moi, dit la novice. Oui, vous. Je vous connais maintenant. Vous êtes madame Bonacieux. La jeune femme se recula, pleine de surprise et de terreur. Oh, ne niez pas, répondez, reprit Milady. Eh bien oui, madame, je l'aime, dit la novice. Sommes-nous rivales? La figure de Milady s'illumina d'un feu tellement sauvage que, dans toute autre circonstance, madame Bonacieux se fût enfuie d'épouvante. Mais elle était toute à sa jalousie. Voyons, dites, madame, reprit madame Bonacieux, avec une énergie dont on l'eût cru incapable. Avez-vous été ou êtes-vous sa maîtresse? Oh non, s'écria Milady, avec un accent qui n'admettait pas le doute sur sa vérité. Jamais, jamais. Je vous crois, dit madame Bonacieux. Mais pourquoi donc alors vous êtes-vous écrié ainsi? Comment? Vous ne comprenez pas, dit Milady, qui était déjà remise de son trouble, et qui avait retrouvé toute sa présence d'esprit. Comment voulez-vous que je vous comprenne? Je ne sais rien. Vous ne comprenez pas que M. d'Artagnan étant mon ami, il m'avait prise pour confidente? Vraiment. Vous ne comprenez pas que je sais tout, votre enlèvement de la petite maison de Saint-Germain, son désespoir, celui de ses amis, leur recherche inutile depuis ce moment? Et comment ne voulez-vous pas que je m'en étonne quand, sans m'en douter, je me trouve en face de vous dont nous avons parlé si souvent ensemble, de vous qu'il aime de toute la force de son âme, de vous qu'il m'avait fait aimer avant que je vous eusse vue? Ah, chère Constance, je vous trouve donc, je vous vois enfin,
et milady tendit ses bras à mme bonacieux, qui, convaincue par ce qu'elle venait de lui dire, ne vit plus dans cette femme qu'un instant auparavant elle avait cru sa rivale, qu'une amie sincère et dévouée. Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi, s'écria-t-elle en se laissant aller sur son épaule. Je l'aime tant. Les deux femmes se tinrent un instant embrassées. Certes, si les forces de milady eussent été à la hauteur de sa haine, mme bonacieux ne fût sortie que morte de cet embrassement. Mais ne pouvant pas l'étouffer, elle lui sourit. Oh, chère belle, chère bonne petite, dit milady, que je suis heureuse de vous voir. Laissez-moi vous regarder. Et en disant ces mots, elle la dévorait effectivement du regard. Oui, c'est bien vous. Ah, d'après ce qu'il m'a dit, je vous reconnais à cette heure. Je vous reconnais parfaitement. La pauvre jeune femme ne pouvait se douter de ce qui se passait d'affreusement cruel derrière le rempart de ce front pur, derrière ces yeux si brillants, où elle ne lisait que de l'intérêt et de la compassion. Alors vous savez que j'ai souffert, dit mme bonacieux, puisqu'il vous a dit ce qu'il souffrait. Mais souffrir pour lui, c'est du bonheur. Milady reprit machinalement. Oui, c'est du bonheur. Elle pensait à autre chose. Et puis, continua mme bonacieux, mon supplice touche à son terme. Demain, ce soir peut-être, je le reverrai, et alors le passé n'existera plus. Ce soir, demain, s'écria milady, tirée de sa rêverie par ces paroles. Que voulez-vous dire? Attendez-vous quelque nouvelle de lui? Je l'attends lui-même. Lui-même. D'Artagnan. Ici. Lui-même. Mais c'est impossible. Il est au siège de La Rochelle, avec le cardinal. Il ne reviendra à Paris qu'après la prise de la ville. Vous le croyez ainsi? Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à mon d'Artagnan, le noble et loyal gentilhomme? Oh, je ne puis vous croire. Eh bien, lisez donc, dit, dans l'excès de son orgueil et de sa joie, la malheureuse jeune femme en présentant une lettre à milady. L'écriture de madame de Chevreuse, se dit en elle-même milady. Ah, j'étais sûre qu'elles avaient des intelligences de ce côté-là. Et elle lut avidement ces quelques lignes. Ma chère enfant, tenez-vous prête. Notre ami vous verra bientôt. Et il ne vous verra que pour vous arracher de la prison où votre sûreté exigeait que vous fussiez cachée. Préparez-vous donc au départ et ne désespérez jamais de nous. Notre charmant Gascon vient de se montrer brave et fidèle comme toujours. Dites-lui qu'on lui est bien reconnaissant quelque part de l'avis qu'il a donné. Oui, oui, dit milady. Oui, la lettre est précise. Savez-vous quel est cet avis? Non. Je me doute seulement qu'il aura prévenu la reine de quelque nouvelle machination du cardinal. Oui, c'est cela sans doute, dit milady, en rendant la lettre à mme bonacieux et en laissant retomber sa tête, pensive, sur sa poitrine. En ce moment, on entendit le galop d'un cheval. Oh, s'écria mme bonacieux en s'élançant à la fenêtre. Serait-ce déjà lui? milady était restée couchée dans son lit, pétrifiée par la surprise. Tant de choses inattendues lui arrivaient tout à coup, que pour la première fois la tête lui manquait. Lui, lui, murmura-t-elle, serait-ce lui? Et elle demeurait dans son lit, les yeux fixes. Hélas, non, dit mme bonacieux. C'est un homme que je ne connais pas, et qui cependant a l'air de venir ici. Oui, il ralentit sa course. Il s'arrête à la porte. Il sonne. Milady sauta hors de son lit. Vous êtes bien sûre que ce n'est pas lui, dit-elle. Oh oui, bien sûr. Vous avez peut-être mal vu. Oh, je verrai la plume de son feutre, le bout de son manteau, que je le reconnaîtrai, lui. Milady s'habillait toujours. N'importe, cet homme vient ici, dites-vous? Oui, il est entré. C'est ou pour vous, ou pour moi. Oh mon Dieu, comme vous semblez agité. Oui, je l'avoue, je n'ai pas votre confiance, je crains tout du cardinal. Chut, dit mme bonacieux, on vient. Effectivement, la porte s'ouvrit,
et la supérieure entra. Est-ce vous qui arrivez de Boulogne demanda-t-elle à Milady. Oui, c'est moi, répondit celle-ci, et tâchant de ressaisir son sang-froid. Qui me demande? Un homme qui ne veut pas dire son nom, mais qui vient de la part du cardinal. Et qui veut me parler? demanda Milady. Qui veut parler à une dame arrivant de Boulogne. Alors faites entrer, madame, je vous prie. Oh mon Dieu, dit madame Bonacieux, serait-ce quelque mauvaise nouvelle? J'en ai peur. Je vous laisse avec cet étranger, mais aussitôt son départ, si vous le permettez, je reviendrai. Comment donc? Je vous en prie. La supérieure et madame Bonacieux sortirent. Milady resta seule, les yeux fixés sur la porte. Un instant après, on entendit le bruit d'éperons qui retentissait sur les escaliers. Puis les pas se rapprochèrent, puis la porte s'ouvrit, et un homme parut. Milady jeta un cri de joie. Cet homme, c'était le comte de Rochefort, l'âme damnée de son éminence. Chapitre 61. Chapitre 62 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 62. Deux variétés de démons. Ah! S'écrièrent ensemble Rochefort et Milady. C'est vous. Oui, c'est moi. Et vous arrivez? Demanda Milady. De La Rochelle. Et vous? D'Angleterre. Buckingham? Mort ou blessé dangereusement. Comme je partais sans avoir rien pu obtenir de lui, un fanatique venait de l'assassiner. Ah! Fit Rochefort avec un sourire. Voilà un hasard bien heureux, et qui satisfera son éminence. L'avez-vous prévenu? Je lui ai écrit de Boulogne. Mais comment êtes-vous ici? Son éminence inquiète m'a envoyé à votre recherche. Je suis arrivé d'hier seulement. Et qu'avez-vous fait depuis hier? Je n'ai pas perdu mon temps. Oh, je m'en doute bien. Savez-vous qui j'ai rencontré ici? Non. Devinez. Comment voulez-vous? Cette jeune femme que la reine a tirée de prison. La maîtresse du petit d'Artagnan? Oui, madame Bonacieux, dont le cardinal ignorait la retraite. Eh bien, dit Rochefort, voilà encore un hasard qui peut aller de pair avec l'autre. Monsieur le cardinal est en vérité un homme privilégié. Comprenez-vous mon étonnement, continua Milady, quand je me suis trouvée face à face avec cette femme? Vous connaît-elle? Non. Alors elle vous regarde comme une étrangère? Milady sourit. Je suis sa meilleure amie. Sur mon honneur, dit Rochefort, il n'y a que vous, ma chère comtesse, pour faire de ces miracles-là. Eh bien m'en a pris, dit Milady. Car savez-vous ce qui se passe? Non. On va la venir chercher demain ou après-demain avec un ordre de la reine. Vraiment? Et qui cela? D'Artagnan et ses amis. En vérité, ils en feront tant que nous serons obligés de les envoyer à la Bastille. Pourquoi n'est-ce point déjà fait? Que voulez-vous? Parce que monsieur le cardinal a pour ces hommes une faiblesse que je ne comprends pas. Vraiment? Oui. Eh bien, dites-lui ceci, Rochefort. Dites-lui que notre conversation à l'auberge du Colombier Rouge a été entendue par ces 4 hommes. Dites-lui qu'après son départ, l'un d'eux est monté et m'a arraché par violence le sauf-conduit qu'il m'avait donné. Dites-lui qu'ils avaient fait prévenir lord de Winter de mon passage en Angleterre, que cette fois encore, ils ont failli faire échouer ma mission, comme ils ont fait échouer celle des Ferrets. Dites-lui que parmi ces 4 hommes, 2 seulement sont à craindre, D'Artagnan et Athos. Dites-lui que le troisième, Aramis, est l'amant de madame de Chevreuse. Il faut laisser vivre celui-là. On sait son secret. Il peut être utile. Quant au quatrième, Porthos, c'est un sot, un fat et un niais, qu'il ne s'en occupe même pas. Mais ces 4 hommes doivent être à cette heure au siège de La Rochelle.
Je le croyais comme vous, mais une lettre que Madame Bonacieux a reçue de Madame de Chevreuse, et qu'elle a eu l'imprudence de me communiquer, me porte à croire que ces 4 hommes, au contraire, sont en campagne pour la venir enlever. Diable, comment faire? Que vous a dit le cardinal à mon égard? De prendre vos dépêches écrites ou verbales, de revenir en poste, et quand il saura ce que vous avez fait, il avisera de ce que vous devez faire. Je dois donc rester ici? Demanda Milady. Ici ou dans les environs. Vous ne pouvez m'emmener avec vous? Non, l'ordre est formel. Aux environs du camp, vous pourriez être reconnu, et votre présence, vous le comprenez, compromettrait son éminence, surtout après ce qui vient de se passer là-bas. Seulement, dites-moi d'avance où vous attendrez des nouvelles du cardinal, que je sache toujours où vous retrouver. Écoutez, il est probable que je ne pourrai rester ici. Pourquoi? Vous oubliez que mes ennemis peuvent arriver d'un moment à l'autre. C'est vrai. Mais alors, cette petite femme va échapper à son éminence? Bah, dit Milady, avec un sourire qui n'appartenait qu'à elle. Vous oubliez que je suis sa meilleure amie. Ah, c'est vrai. Je puis donc dire au cardinal, à l'endroit de cette femme, qu'il soit tranquille. Voilà tout. Il saura ce que cela veut dire. Il le devinera. Maintenant, voyons, que dois-je faire? Repartir à l'instant même, il me semble que les nouvelles que vous reportez valent bien la peine que l'on fasse diligence. Ma chaise s'est cassée en entrant à Lillers. À merveille. Comment à merveille? Oui, j'ai besoin de votre chaise, moi, dit la comtesse. Et comment partirai-je alors? À Franc-Étrier. Vous en parlez bien à votre aise. 180 lieues. Qu'est-ce que cela? On les fera. Après? Après, en passant à Lillers, vous me renvoyez la chaise avec ordre à votre domestique de se mettre à ma disposition. Bien. Vous avez sans doute sur vous quelque ordre du cardinal? J'ai mon plein pouvoir. Vous le montrez à l'abbesse et vous dites qu'on viendra me chercher, soit aujourd'hui, soit demain, et que j'aurai à suivre la personne qui se présentera en votre nom. Très bien. N'oubliez pas de me traiter durement en parlant de moi à l'abbesse. À quoi bon? Je suis une victime du cardinal. Il faut bien que j'inspire de la confiance à cette pauvre petite Madame Bonacieux. C'est juste. Maintenant, voulez-vous me faire un rapport de tout ce qui est arrivé? Mais je vous ai raconté les événements. Vous avez bonne mémoire. Répétez les choses comme je vous les ai dites. Un papier se perd. Vous avez raison. Seulement, que je sache où vous retrouver, que je n'aille pas courir inutilement dans les environs. C'est juste. Attendez. Voulez-vous une carte? Oh, je connais ce pays à merveille. Vous? Quand donc y êtes-vous venu? J'y ai été élevé. Vraiment? C'est bon à quelque chose, vous le voyez, que d'avoir été élevé quelque part. Vous m'attendrez donc? Laissez-moi réfléchir un instant. Ah, tenez, à Armentières. Qu'est-ce que cela, Armentières? Une petite ville sur la Lys. Je n'aurai qu'à traverser la rivière, et je suis en pays étranger. À merveille. Mais il est bien entendu que vous ne traverserez la rivière qu'en cas de danger. C'est bien entendu. Et dans ce cas, comment saurai-je où vous êtes? Vous n'avez pas besoin de votre laquais? Non. C'est un homme sûr? À l'épreuve. Donnez-le-moi. Personne ne le connaît. Je le laisse à l'endroit que je quitte, et il vous conduit où je suis. Et vous dites que vous m'attendez à Argentières? À Armentières, répondit Milady. Écrivez-moi ce nom-là sur un morceau de papier, de peur que je l'oublie. Ce n'est pas compromettant un nom de ville, n'est-ce pas? Et qui sait? N'importe, dit Milady, en écrivant le nom sur une demi-feuille de papier. Je me compromets. Bien, dit Rochefort, en prenant des mains de Milady le papier, qu'il plia et qu'il enfonça dans la coiffe de son feutre. D'ailleurs, soyez tranquille, je vais faire comme les enfants. Et dans le cas où je perdrais ce papier, répétez le nom tout le long de la route. Maintenant, est-ce tout? Je le crois. Cherchons bien. Buckingham mort ou grièvement blessé,
Votre entretien avec le cardinal entendu des quatre mousquetaires, lord de Winter prévenu de votre arrivée à Portsmouth, d'Artagnan et Athos à la Bastille, Aramis, l'amant de Madame de Chevreuse, Porthos, un fat, Madame Bonacieux retrouvée. Vous envoyer la chaise le plus tôt possible, mettre mon laquais à votre disposition, faire de vous une victime du cardinal, pour que l'abbesse ne prenne aucun soupçon. Armentières sur les bords de la Lys. Est-ce cela? En vérité, mon cher chevalier, vous êtes un miracle de mémoire. À propos, ajoutez une chose. Laquelle? J'ai vu de très jolis bois qui doivent toucher au jardin du couvent. Dites qu'il m'est permis de me promener dans ces bois. Qui sait? J'aurai peut-être besoin de sortir par une porte de derrière. Vous pensez à tout. Et vous? Vous oubliez une chose. Laquelle? C'est de me demander si j'ai besoin d'argent. C'est juste. Combien voulez-vous? Tout ce que vous aurez d'or. J'ai 500 pistoles à peu près. J'en ai autant. Avec 1000 pistoles, on fait face à tout. Videz vos poches. Voilà, comtesse. Bien, mon cher comte. Et vous partez? Dans une heure. Le temps de manger un morceau, pendant lequel j'enverrai chercher un cheval de poste. À merveille. Adieu, chevalier. Adieu, comtesse. Recommandez-moi au cardinal, dit Milady. Recommandez-moi à Satan, répliqua Rochefort. Milady et Rochefort échangèrent un sourire et se séparèrent. Une heure après, Rochefort partit au grand galop de son cheval. 5 heures après, il passait à Arras. Nos lecteurs savent déjà comment il avait été reconnu par d'Artagnan, et comment cette reconnaissance, en inspirant des craintes aux quatre mousquetaires, avait donné une nouvelle activité à leur voyage. Fin du chapitre 62.